Voici l'initiative T, le leadership écrit par Napoléon Hill. Lorsque tu ne sais pas quoi faire ou quel chemin prendre, souris, cela détendra ton esprit et laissera entrer le soleil du bonheur dans ton âme. Tu peux le faire si tu crois que tu le peux. Avant de nous diriger vers la maîtrise de cette leçon, ta concentration sera attirée par le fait qu'il existe une coordination parfaite de la pensée tout au long de ce cours. Tu remarqueras que les 16 leçons se complètent et se mélangent entre elles de manière à constituer une chaîne parfaite, construite maillon par maillon à partir des éléments qui contribuent au développement du pouvoir à travers un effort organisé. Tu percevras également que les mêmes principes fondamentaux de la psychologie appliquée constituent la base de chacune de ces 16 leçons, bien qu'une application différente de ces principes soit faite dans chacune d'elles. Cette leçon sur l'initiative et le leadership suit la leçon sur la confiance en soi, car personne ne pourrait devenir un leader efficace ou prendre l'initiative dans une entreprise importante sans croire en soi-même. L'initiative et le leadership sont des termes associés à cette leçon parce que le leadership est essentiel pour atteindre le succès, et l'initiative est la base même sur laquelle cette qualité nécessaire de leadership est construite. L'initiative est aussi essentielle pour le succès qu'une roue est pour un chariot. L'initiative est cette qualité extrêmement rare qui pousse une personne à faire ce qu'elle doit faire sans qu'on lui dise de le faire. Albert Hubbard a exprimé sa pensée sur l'initiative en ces termes: le monde récompense généreusement, que ce soit en argent ou en honneur, pour une seule chose, l'initiative. Qu'est-ce que l'initiative? Je vais te le dire, c'est faire ce qui est juste sans qu'on te le dise. Mais faire ce qui est juste sans qu'on te le dise, c'est le faire quand on te le dit. En d'autres termes, c'est l'histoire de remettre la lettre à Garcia. Ceux qui peuvent transmettre un message reçoivent de grandes responsabilités, mais leur rétribution n'est pas toujours proportionnelle. Ensuite, il y a ceux qui font ce qui est juste lorsque la nécessité les y pousse, et ceux-ci reçoivent l'indifférence plutôt que les honneurs, et une maigre compensation comme salaire. Ce type passe la majeure partie de son temps à polir un banc, avec une histoire de malchance. Puis, encore plus bas dans l'échelle, nous avons celui qui ne fait pas ce qui est juste, même lorsque quelqu'un lui montre comment le faire, et qui reste là pour voir que ça se fasse. Il est toujours sans emploi et reçoit le mépris qu'il mérite, à moins qu'il n'ait un père riche, auquel cas le destin attend patiemment autour de lui. À quelle classe appartiens-tu? Il est bon que tu fasses un inventaire de toi-même et que tu détermines quel est le facteur des 15 de ce cours dont tu as le plus besoin. Après avoir terminé la 16e leçon, il peut être bon de commencer à te préparer à cette analyse en répondant à la question formulée par Albert Hubbard: à quelle classe appartiens-tu? Une des particularités du leadership est que ceux qui n'ont pas acquis l'habitude de prendre l'initiative ne deviennent jamais des leaders. Le leadership est quelque chose à quoi tu dois t'inviter toi-même, jamais il ne te sera imposé par la force. Si tu analyses attentivement tous les leaders que tu connais, tu verras qu'ils ont non seulement pris l'initiative, mais qu'ils ont également travaillé avec un objectif précis en tête. Tu remarqueras également qu'ils possédaient la qualité décrite dans la 3e leçon de ce cours, la confiance en eux-mêmes. Ces faits sont mentionnés dans cette leçon pour te faire réaliser que les personnes qui réussissent utilisent tous les facteurs couverts par les 16 lois du cours, et pour t'aider à comprendre pleinement le principe de l'effort organisé que ce cours de lecture vise à établir dans ton esprit. C'est un endroit approprié pour souligner que ce cours n'est pas censé être un raccourci vers le succès rapide, ni une formule mécanique que tu pourrais utiliser pour obtenir des réalisations remarquables sans effort de ta part. La vraie valeur du cours réside dans l'utilisation que tu en feras, et non dans le cours lui-même. L'objectif principal du cours est de t'aider à développer les 15 qualités abordées dans les 16 leçons du cours, et l'une des plus importantes de ces qualités est l'initiative, le sujet de cette leçon. Nous allons maintenant appliquer le principe sur lequel repose cette leçon en décrivant en détail comment il a servi à mener à bien une transaction commerciale que la plupart des gens qualifieraient de difficile. En 1916, j'avais besoin de 25 000 $ pour créer une institution éducative, mais je n'avais ni cette somme ni assez de garantie pour demander un prêt auprès des sources bancaires habituelles. Je ne me suis pas plaint de ma chance ni pensé à ce que je pourrais réaliser si un parent riche ou un bon samaritain venait me sauver en me prêtant la somme nécessaire. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai fait exactement ce qui est conseillé tout au long de ce cours. Tout d'abord, j'ai fait de l'obtention de ce capital mon objectif principal. Ensuite, j'ai tracé un plan complet pour transformer cet objectif en réalité, soutenu par une confiance suffisante en moi-même et motivé par l'initiative, j'ai entrepris de mettre ce plan en action. Mais avant d'arriver à la phase d'action du plan, plus de 6 semaines d'études et d'efforts constants et persistants ont été investis.
Pour qu'un plan soit solide, il doit être construit avec des matériaux soigneusement choisis. Vous observerez ici l'application du principe de l'effort organisé, grâce auquel il est possible d'aligner ou d'associer plusieurs intérêts de manière à renforcer considérablement chacun de ces intérêts, chacun soutenant tous les autres, tout comme un maillon d'une chaîne soutient tous les autres maillons. Je voulais ces 25 000 $ pour créer une école de publicité et de vente. Deux choses étaient nécessaires pour l'organisation de cette école, un capital de 25 000 $ que je n'avais pas et un cours d'instruction approprié que je possédais. Mon problème était de m'associer à un groupe d'hommes ayant besoin de ce que j'avais et apportant les 25 000 $. Cette alliance devait se faire au moyen d'un plan bénéficiant à tous les intéressés. Après avoir envisagé mon plan et convaincu de son équité et de sa solidité, je l'ai présenté au propriétaire d'une école de commerce réputée qui, à ce moment-là, avait une forte concurrence et avait besoin de manière urgente d'un plan pour y faire face. Mon plan a été présenté avec ces mots, « Vous avez l'une des universités de commerce les plus réputées de la ville. Considérant que vous avez besoin d'un plan pour faire face à la concurrence ardue dans votre domaine, tirant parti de votre bonne réputation, je vous ai fourni tout le crédit dont vous avez besoin. Pendant ce temps, j'ai le plan qui vous aidera à surmonter cette concurrence avec succès. Résolvez-vous à nous aligner à travers un plan qui fournisse ce dont vous avez besoin et qui en même temps me fournisse ce dont j'ai besoin. » Ensuite, j'ai déployé mon plan avec ces mots, j'ai écrit un cours très pratique sur la publicité et les ventes. J'ai construit ce cours à partir de mon expérience réelle dans la formation et la direction de vendeurs, ainsi que de mon expérience dans la planification et la direction de nombreuses entreprises publicitaires à succès. J'ai derrière moi de nombreuses preuves de sa solidité. Si vous utilisez votre crédit pour aider à commercialiser ce cours, je le placerai dans votre école de commerce comme l'un des départements réguliers de votre programme d'études, et je prendrai complètement en charge ce département nouvellement créé. Aucune autre école de commerce de la ville ne pourra rivaliser avec votre concurrence, car aucune autre école n'a de cours comme celui-ci. La publicité que vous ferez pour commercialiser ce cours servira également à stimuler la demande pour votre cours régulier de commerce. Vous pouvez imputer à mon département tout le montant dépensé pour cette publicité, et la facture en sera payée par ce département, vous laissant un avantage cumulatif qui se concentrera sur vos autres départements sans frais pour vous. À présent, vous voudrez probablement savoir en quoi cette transaction me bénéficiera, et je vais vous le dire. Je veux que vous signiez un contrat avec moi stipulant que lorsque les revenus en espèces de mon département atteindront le montant que vous avez payé ou convenu de payer pour la publicité, mon département et mon cours de publicité et de vente deviendront miens, et j'aurai le privilège de séparer ce département de votre école et de le diriger sous mon nom. Le plan a été accepté et le contrat a été conclu. Veuillez noter que mon objectif final était de sécuriser l'utilisation des 25 000 $ pour lesquels je n'avais aucune garantie à offrir. En un peu moins d'un an, l'école de commerce avait payé un peu plus de 25 000 $ pour la publicité et la commercialisation de mon cours, ainsi que pour les autres dépenses liées au fonctionnement de ce département nouvellement organisé. Pendant que le département avait collecté et retourné à l'école une somme équivalente à celle que l'école avait dépensée en droits de scolarité, et que j'avais pris en charge le département en tant qu'entreprise opérationnelle et autonome conformément aux termes de mon contrat. En effet, ce département nouvellement créé a non seulement servi à amener des étudiants vers les autres départements de la faculté, mais en même temps, les frais de scolarité collectés par le biais de ce nouveau département étaient suffisants pour qu'il s'autofinance avant la fin de la première année. Maintenant, vous pouvez voir que même si l'école ne m'a pas prêté un sou de capital réel, elle m'a fourni un crédit qui a servi exactement au même but. J'ai dit que mon plan était basé sur l'équité, envisageant un avantage pour toutes les parties impliquées. L'avantage que j'ai obtenu était l'utilisation des 25 000 $, ce qui a abouti à une entreprise établie et autonome à la fin de la première année. L'avantage que l'école a obtenu était d'obtenir des étudiants pour son cours régulier de commerce et de gestion grâce à l'argent dépensé pour la publicité de mon département, car toute la publicité a été faite au nom de l'institution. Aujourd'hui, cette école de commerce est l'une des plus réussies de son genre et se dresse comme un monument de preuves solides avec lesquelles elle peut démontrer la valeur de l'effort combiné. Cet incident a été relaté non seulement parce qu'il montre la valeur de l'initiative et du leadership, mais aussi parce qu'il mène au sujet abordé dans la leçon suivante de ce cours de lecture sur la loi du succès, qui est l'imagination. En général, il existe de nombreux plans par lesquels on peut atteindre un objectif souhaité, et il arrive souvent que les méthodes évidentes et habituelles employées ne soient pas les meilleures. La méthode habituelle de procéder dans le cas relaté aurait été de demander un prêt à une banque.
On peut voir que cette méthode n'est pas pratique dans ce cas, non pas parce qu'il n'y avait aucune garantie disponible. Un grand philosophe a dit un jour, l'initiative est la clé qui ouvre les portes aux opportunités. Je ne me souviens pas de qui était ce philosophe, mais je sais qu'il était grand par la solidité de son affirmation. Ensuite, nous procéderons à exposer la procédure exacte à suivre si vous voulez devenir une personne dotée d'initiative et de leadership. Tout d'abord, vous devez maîtriser l'habitude de la procrastination et l'éliminer de votre structure. Cette habitude de remettre à plus tard ce que vous auriez dû faire la semaine dernière, l'année dernière ou il y a 20 ans, mine les fondations même de votre être et vous ne pourrez rien réaliser tant que vous ne vous en débarrasserez pas. La méthode pour éliminer la procrastination repose sur un principe de psychologie bien connu et scientifiquement prouvé, auquel il a été fait référence dans les 2 leçons précédentes de ce cours, à savoir l'autosuggestion. Copiez la formule suivante et placez-la de manière visible dans votre chambre, où vous la verrez le soir et le matin, initiative et leadership ayant choisi un objectif principal défini comme mon travail de vie, je comprends maintenant que mon devoir est de transformer cet objectif en réalité. Par conséquent, formez l'habitude d'accomplir chaque jour une action concrète qui vous rapproche d'un pas de la réalisation de votre objectif principal défini. Je sais que la procrastination est un ennemi mortel pour tous ceux qui veulent être des leaders dans n'importe quelle entreprise, et éliminer cette habitude de ma vie consiste à faire quelque chose de définitif chaque jour qui doit être fait sans qu'on me le dise. Regardez autour de vous jusqu'à trouver au moins une chose que vous pouvez faire chaque jour que vous n'aviez pas l'habitude de faire et qui soit utile pour les autres, sans attendre de rémunération. Je sais que vous pourrez au moins en parler à une autre personne chaque jour de la valeur de pratiquer cette habitude de faire quelque chose qui doit être fait sans qu'on vous le dise. Je vois que les muscles du corps se renforcent en proportion de l'utilisation qui en est faite, donc je comprends que l'habitude de l'initiative se fixe également en proportion de la pratique. Je réalise que le bon endroit pour commencer à développer l'habitude de l'initiative est dans les petites tâches quotidiennes liées à mon travail. Par conséquent, j'aborde mon travail chaque jour comme si c'était pour cela que j'étais là, dans le seul but de développer cette habitude nécessaire de l'initiative. Je comprends qu'en pratiquant cette habitude de prendre l'initiative par rapport à mon travail quotidien, non seulement je développerai cette habitude, mais j'attirerai également l'attention de ceux qui apprécieront davantage mes services en raison de cette pratique. Signé par moi-même, indépendamment de ce que vous faites maintenant, chaque jour vous offre l'opportunité de rendre un service en dehors de vos devoirs réguliers qui sera utile pour les autres. En fournissant ce service supplémentaire de votre propre initiative, vous comprenez bien sûr que vous ne le faites pas dans le but de recevoir une rémunération monétaire. Vous fournissez ce service car il vous fournit les moyens d'exercer, de développer et de renforcer l'esprit d'initiative agressive que vous devez posséder pour devenir une figure éminente dans votre domaine de travail vital. Ceux qui travaillent uniquement pour l'argent et qui ne reçoivent pour salaire que cela sont toujours mal payés. Même si l'argent est nécessaire, les grandes récompenses de la vie ne peuvent être mesurées en dollars et cents. Aucune somme d'argent ne peut remplacer le bonheur, la joie et la fierté ressentis par une personne qui creuse une tranchée de manière plus efficace, qui construit un poulailler, qui balaie un sol plus propre, ou qui prépare un repas plus élaboré. Toute personne ordinaire aime créer quelque chose qui soit meilleur que la moyenne. La joie de créer une œuvre d'art est une joie qui ne peut être substituée ni par l'argent ni par toute autre forme de possession matérielle. J'ai une jeune employée qui ouvre, classe et répond à une grande partie de mon courrier personnel. Elle a commencé à travailler pour moi il y a plus de 3 ans. À l'époque, ses fonctions consistaient à prendre des dictées quand on le lui demandait. Son salaire était à peu près le même que celui que d'autres recevaient pour un service similaire. Un jour, je lui ai dicté la devise suivante et je lui ai demandé de la taper à la machine. Rappelle-toi que ta seule limitation est celle que tu t'es imposée dans ton esprit. Alors qu'elle me rendait la page dactylographiée, elle m'a dit, votre devise m'a donné une idée qui sera très précieuse, tant pour vous que pour moi. Je lui ai dit que j'étais ravi de lui avoir été utile. L'incident ne m'a pas particulièrement impressionné, mais à partir de ce jour-là, j'ai pu voir qu'il avait causé une énorme impression dans son esprit. Elle a commencé à revenir au bureau après les heures de travail pour rendre des services pour lesquels elle n'était ni payée ni sollicitée, sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle a commencé à apporter à mon bureau des lettres qu'elle avait répondues pour moi. Elle avait étudié mon style et ses lettres étaient traitées aussi bien, voire mieux, que je l'aurais fait dans certains cas. Elle a maintenu cette habitude jusqu'à ce que ma secrétaire personnelle démissionne. Lorsque j'ai commencé à chercher quelqu'un pour la remplacer, il m'a semblé naturel de faire appel à cette jeune femme.
Avant même que j'aie eu le temps de lui offrir le poste, elle l'a pris d'elle-même. Mon courrier personnel a commencé à arriver à mon bureau avec le nom d'une nouvelle secrétaire, et elle était cette secrétaire dans son propre temps, après les heures de travail, sans rémunération supplémentaire. Elle s'était préparée pour le meilleur poste de mon personnel. Mais ce n'est pas tout. Cette jeune femme est devenue tellement efficace qu'elle a commencé à attirer l'attention d'autres personnes qui lui ont proposé des postes attractifs. Je lui ai augmenté son salaire à de nombreuses reprises et maintenant, elle reçoit un salaire plus de 4 fois supérieur à celui qu'elle touchait quand elle a commencé à travailler pour moi en tant que sténographe ordinaire. Et honnêtement, je ne peux rien y faire car elle est devenue si précieuse pour moi que je ne peux pas me passer d'elle. Voilà de l'initiative transformée en termes pratiques et compréhensibles. Ce serait une négligence de ma part si je ne dirigeais pas votre attention vers un avantage autre qu'un salaire bien plus élevé que l'initiative de cette jeune femme a apporté. Cela a développé en elle un esprit de joie qui lui procure un bonheur que la plupart des sténographes ne connaissent jamais. Son travail n'est pas juste un travail, c'est un grand et intéressant jeu auquel elle joue. Bien qu'elle arrive au bureau avant les sténographes ordinaires et qu'elle y reste bien après que l'horloge ait sonné 17 heures, ces heures sont bien plus courtes que celles des autres travailleurs. Les heures de travail ne s'étirent pas pour ceux qui sont heureux dans leur travail. Cela nous amène à la prochaine étape de notre description du procédé exact à suivre pour développer l'initiative et le leadership, deuxième partie. Bien sûr, vous comprenez que le seul moyen d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. Il en va de même pour le développement de l'initiative. La meilleure façon de développer cette qualité essentielle en vous-même est de motiver ceux qui vous entourent à faire de même. Il est bien connu qu'un homme apprend mieux ce qu'il s'efforce d'enseigner aux autres. Si un homme adopte un certain credo ou une foi religieuse, la première chose qu'il fait est de sortir et d'essayer de le vendre aux autres, et dans la même mesure où il impressionne les autres, il s'impressionne lui-même. Dans le domaine des ventes, il est bien connu qu'aucun vendeur ne réussit à vendre aux autres tant qu'il n'a pas d'abord fait un bon travail pour se vendre lui-même. Inversement, aucun vendeur ne peut faire de son mieux pour vendre aux autres sans finir par se vendre lui-même ce qu'il essaie de vendre aux autres. Toute affirmation qu'une personne répète encore et encore pour inciter les autres à y croire finira par la convaincre elle-même, que cette affirmation soit fausse ou vraie. Maintenant, vous pouvez apprécier l'avantage de faire de votre métier parler avec initiative, penser avec initiative, manger avec initiative, dormir avec initiative et pratiquer avec initiative. En le faisant, vous devenez une personne dotée d'initiative et de leadership, car il est bien connu que les gens suivront facilement, volontiers et de leur plein gré la personne qui montre par ses actions qu'elle est une personne d'initiative. Vous êtes en contact avec d'autres personnes à votre lieu de travail ou dans la communauté où vous vivez. Faites en sorte que chacune d'elles qui vous écoute s'intéresse au développement de l'initiative. Il ne sera pas nécessaire de donner vos raisons pour le faire ni d'annoncer ce que vous faites, faites-le simplement dans votre propre esprit. Vous comprendrez bien sûr que vous le faites, car cette pratique vous aidera, et au moins, elle ne fera aucun mal à ceux que vous influencez pour faire de même. Si vous voulez essayer une expérience intéressante et bénéfique, choisissez un de vos connaissances qui sait que vous êtes une personne qui ne fait jamais rien qui ne soit pas attendu de vous, et commencez à lui vendre votre idée d'initiative. Ne vous limitez pas à aborder le sujet une seule fois. Continuez à le faire à chaque occasion appropriée, abordant le sujet sous un angle différent à chaque fois. Si cet essai est mené avec persévérance et force, un changement sera bientôt observé chez la personne sur laquelle l'expérience est tentée, et vous remarquerez quelque chose de plus important encore, vous observerez un changement en vous-même. Ne manquez pas de tenter cette expérience. On ne peut pas parler d'initiative aux autres sans développer soi-même le désir de la pratiquer. À travers l'opération du principe d'autosuggestion, chaque déclaration que vous faites aux autres laisse une empreinte dans votre propre esprit subconscient, et cela vaut aussi bien pour vos déclarations fausses que pour vos déclarations vraies. Vous avez souvent entendu l'adage, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Correctement interprété, cela signifie simplement que nous attirons constamment vers nous et tissons dans notre propre caractère et personnalité ces qualités que notre influence aide à créer chez les autres. Si nous aidons les autres à développer le goût de l'initiative, nous développons à notre tour ce même goût. Si nous semons les graines de la haine, de l'envie et du découragement chez les autres, nous renforçons ces qualités en nous-mêmes. Ce principe par lequel un homme devient semblable dans sa propre nature à ceux qu'il admire le plus est pleinement illustré dans l'histoire de Houston, la grande figure de Pierre, une histoire que tout parent devrait lire à ses enfants.
Nous arrivons maintenant à l'étape suivante de notre description de la procédure exacte à suivre pour développer l'initiative et le leadership, troisième partie. Avant de continuer, il faut comprendre ce que signifie le terme leadership, tel qu'il est utilisé dans le cadre de ce cours de lecture sur la loi du succès. Il y a deux types de leadership. L'un est aussi mortel et destructeur que l'autre est utile et constructif. La marque mortelle qui ne mène pas au succès mais à l'échec absolu est la marque adoptée par les pseudo-leaders qui imposent leur leadership aux suiveurs non consentants. Il ne sera pas nécessaire de décrire cette marque ni de mentionner les domaines d'activité dans lesquels elle est pratiquée, à l'exception du champ de bataille, et dans ce domaine, nous ne citerons qu'un exemple notable, celui de Napoléon. Napoléon était un leader, cela ne fait aucun doute, mais il a mené ses disciples et lui-même à la destruction. Les détails sont enregistrés dans l'histoire de France et du peuple français, où vous pouvez les étudier si vous le souhaitez. Ce n'est pas le type de leadership de Napoléon qui est recommandé dans ce cours. Bien que j'admets que Napoléon possédait tous les fondements nécessaires pour un grand leadership, à l'exception d'un. Il manquait de l'esprit d'aide envers les autres comme objectif. Son désir d'obtenir le pouvoir acquis par le leadership était basé uniquement sur l'agrandissement personnel. Son désir de leadership reposait sur l'ambition personnelle et non sur le désir d'élever le peuple français à une position plus élevée et noble dans les affaires des nations. La marque de leadership recommandée à travers ce cours d'instruction est la marque qui conduit à l'autodétermination, à la liberté, au développement personnel, à l'illumination et à la justice. C'est cette marque qui perdure. Par exemple, et en contraste avec la marque de leadership à travers laquelle Napoléon est monté en puissance, considérez notre propre plébéien américain Lincoln. Le but de son leadership était d'apporter la vérité, la justice et la compréhension au peuple des États-Unis. Bien qu'il soit mort en martyr de sa croyance en ce type de leadership, son nom est resté gravé dans le cœur du monde en termes de bonté aimante qui ne produira jamais autre chose que le bien dans le monde. Tant Lincoln que Napoléon ont dirigé des armées dans la guerre, mais les objectifs de leur leadership étaient aussi différents que la nuit et le jour. Si cela peut vous aider à mieux comprendre les principes sur lesquels repose ce cours de lecture, on pourrait facilement citer le leadership d'aujourd'hui qui ressemble à la marque utilisée par Napoléon ainsi qu'à celle que Lincoln a transformée en base de son travail de vie. Mais cela n'est pas essentiel. Votre propre capacité à regarder autour de vous et à analyser les hommes qui occupent les rôles principaux dans tous les domaines d'effort est suffisante pour vous permettre de choisir les types de Lincoln ainsi que ceux de Napoléon. Votre propre jugement vous aidera à décider quel type vous préférez émuler. Il ne peut y avoir aucun doute sur la marque de leadership recommandée dans ce cours de lecture, et il ne devrait y avoir aucun doute dans votre esprit quant à laquelle des deux marques décrites vous adopterez comme la vôtre. Cependant, nous ne faisons aucune recommandation à cet égard, car ce cours de lecture a été préparé comme un moyen de présenter à ses étudiants les principes fondamentaux sur lesquels repose le pouvoir et non comme une prédication sur la conduite éthique. Nous présentons à la fois les possibilités constructives et destructrices des principes énoncés dans ce cours afin que vous puissiez vous familiariser avec les deux. Mais nous laissons entièrement à votre discrétion le choix et l'application de ces principes, croyant que votre propre intelligence vous guidera pour faire un choix sage. La peine de leadership dans tous les domaines de l'activité humaine, celui qui occupe la première place, doit vivre éternellement sous la lumière blanche de la publicité. Que le leadership repose sur un homme ou sur un produit manufacturé, l'émulation et l'envie sont toujours présentes. Dans l'art, la littérature, la musique ou l'industrie, la récompense et la punition sont toujours les mêmes. La récompense est la reconnaissance généralisée, les châtiments sont le déni et la féroce détraction. Lorsque le travail d'un homme devient un standard pour le monde entier, il devient également une cible pour les flèches des quelques envieux. Si votre travail est simplement médiocre, vous serez très seul. Si vous parvenez à créer un chef-d'œuvre qui fait bouger 1 million de langues, la jalousie ne sortira pas sa langue fourchue contre l'artiste qui produit une œuvre banale. Peu importe ce que vous écrivez, peignez, touchez, chantez ou construisez, personne ne s'efforcera de vous surpasser ou de vous surpasser à moins que votre travail ne porte le sceau d'un génie. Longtemps après qu'une grande œuvre ou une bonne œuvre ait été créée, les déçus ou les envieux continuent de crier que cela ne pouvait pas être fait. Avant que l'encre des premiers manuels ne sèche, des voix mesquines se sont élevées contre l'auteur de la loi du succès. Des plumes empoisonnées ont été lancées contre l'auteur et la philosophie dès que la première édition du cours a été imprimée. De petites voix malveillantes dans le domaine de l'art se sont élevées contre notre propre Whistler pour le considérer comme un imposteur bien après que le grand monde l'ait acclamé comme son plus grand génie artistique.
Des foules se sont rassemblées à Beyrouth pour rendre hommage au sanctuaire musical de Wagner, alors que le petit groupe de ceux qui l'avaient détrôné et écarté argumentait avec acharnement qu'il n'était pas du tout musicien. Le petit monde continuait de protester que Fulton ne pourrait jamais construire un bateau à vapeur, alors que le grand monde se précipitait sur les rives de la rivière pour voir passer son bateau. De petites voix s'écriaient que Henry Ford ne durerait pas un an, mais au-dessus du bruit de leur bavardage infantile, Ford se consacrait silencieusement à ses affaires et devenait l'homme le plus riche et le plus puissant de la Terre. Le leader est attaqué parce qu'il est un leader et l'effort pour l'égaler n'est rien de plus qu'une preuve supplémentaire de son leadership. En ne pouvant pas égaler ou surpasser, le suiveur cherche à rabaisser et détruire, mais ne fait que confirmer la supériorité de ce qu'il essaie de supplanter. Rien de tout cela n'est nouveau, c'est aussi vieux que le monde et que les passions humaines telles que l'envie, la peur, la cupidité, l'ambition et le désir de s'élever. Et tout cela ne sert à rien si le vrai leader continue de diriger. Maître, poète, peintre, ouvrier, chacun à son tour est attaqué et chacun conserve ses lauriers à travers le temps. Ce qui est bon et grand se fait connaître, peu importe les cris de déni. Un vrai leader ne peut être calomnié ni endommagé par les mensonges des envieux, car toutes ces tentatives ne font que mettre en évidence sa capacité et la vraie capacité trouve toujours un suivi généreux. Les tentatives de détruire le vrai leadership sont un travail d'amour perdu, car ce qui mérite de vivre vit. Revenons maintenant à la discussion de la troisième étape de la procédure à suivre pour développer l'initiative et le leadership. Cette troisième étape nous amène à réexaminer le principe de l'effort organisé tel que décrit dans les leçons précédentes de ce cours. Vous avez déjà appris qu'aucun homme ne peut atteindre des résultats durables et de grande envergure sans l'aide et la coopération des autres. Vous avez également appris que lorsque deux personnes ou plus s'associent dans une entreprise avec un esprit d'harmonie et de compréhension, chaque personne dans cette alliance multiplie ses propres pouvoirs de réussite. Nulle part ce principe n'est plus évident que dans une industrie ou une entreprise où il y a un travail d'équipe parfait entre l'entrepreneur et les employés. Partout où il y a ce travail d'équipe, la prospérité et la bonne volonté des deux parties se trouvent. On dit que la coopération est le mot le plus important de la langue anglaise. Elle joue un rôle majeur dans les affaires familiales, dans la relation entre un homme et une femme, un père et ses enfants. Elle joue un rôle majeur dans les affaires de l'État. Ce principe de coopération est si important qu'aucun leader ne peut être puissant ou durer longtemps s'il ne le comprend pas et ne l'applique pas dans son leadership. Le manque de coopération a détruit plus d'entreprises commerciales que toutes les autres causes combinées. Au cours de mes 25 années d'expérience et d'observation active dans les affaires, j'ai été témoin de la destruction de toutes sortes d'entreprises en raison du manque ou du non-respect de ce principe de coopération. Dans la pratique du droit, j'ai observé la destruction de foyers et de cas de divorce sans fin, conséquence du manque de coopération entre l'homme et la femme. Dans l'étude des histoires des nations, il est alarmant de constater que le manque d'efforts coopératifs a été une malédiction pour la race humaine à toutes les époques. Si vous examinez les pages de l'histoire et les étudiez, vous apprendrez une leçon de coopération qui restera indélébile dans votre esprit. Vous payez et vos enfants, ainsi que les enfants de vos enfants, continueront de payer le coût de la guerre la plus coûteuse et destructrice que le monde ait connue, car les nations n'ont pas encore appris que la souffrance d'une partie du monde signifie la souffrance de tout le monde. Cette même règle s'applique avec un effet révélateur dans la gestion des entreprises et de l'industrie moderne. Lorsqu'une industrie est perturbée par des grèves et d'autres formes de désaccord, à la fois les employeurs et les employés subissent des pertes irréparables. Mais le dommage ne s'arrête pas là. Cette perte se transforme en fardeau pour le public, se traduisant par des prix plus élevés et une pénurie des besoins de base. Les gens qui louent leur maison aux États-Unis ressentent le poids en ce moment même du manque de coopération entre les entrepreneurs en construction et les travailleurs. La relation entre les entrepreneurs et leurs employés est devenue si incertaine que les entrepreneurs n'entreprendront pas de construction sans ajouter un coût arbitraire suffisant pour se protéger en cas de problème de main-d'œuvre. Ce coût supplémentaire augmente les loyers et représente un fardeau inutile pour des millions de personnes. Dans ce cas, le manque de coopération entre quelques hommes représente un fardeau lourd et presque insupportable pour des millions de personnes. Le même mal existe dans le fonctionnement de nos chemins de fer. Le manque d'harmonie et de coopération entre la direction des chemins de fer et les travailleurs a rendu nécessaire l'augmentation des tarifs de transport de marchandises et de passagers, augmentant ainsi le coût des besoins de base à des proportions presque insupportables. Ces faits sont cités sans vouloir attribuer la responsabilité de ce manque de coopération, car le but de ce cours de lecture est d'aider ces étudiants à arriver aux faits.
On peut affirmer avec vérité que le coût élevé de la vie que nous constatons aujourd'hui partout découle du non-respect du principe de direction coopérative. Ceux qui souhaitent dénoncer les systèmes actuels de gouvernance et de gestion industrielle peuvent le faire, mais l'analyse finale est évidente pour tous, sauf pour ceux qui ne cherchent pas la vérité. Les maux du gouvernement et de l'industrie proviennent du manque de coopération. Il ne peut pas non plus être affirmé avec vérité que tous les maux du monde se limitent aux affaires de l'État et de l'industrie. Analysez les églises et vous observerez les effets néfastes du manque de coopération. Aucune église spécifique n'est citée, mais regardez n'importe quelle église ou groupe d'églises où prévaut le manque de coordination des efforts et vous verrez les preuves de la désintégration qui limite le service que ces églises pourraient offrir. Par exemple, prenez une petite ville où la rivalité entre églises a émergé et observez ce qui s'est passé, surtout dans les villes où le nombre d'églises est très disproportionné par rapport à la population. Grâce à un effort harmonieux et à la coopération, les églises du monde pourraient exercer suffisamment d'influence pour rendre la guerre impossible. Par ce même principe d'effort coopératif, les églises ainsi que les leaders des affaires et de l'industrie pourraient éliminer la malhonnêteté et les pratiques nuisibles, et tout cela pourrait être réalisé rapidement. Ces possibilités ne sont pas mentionnées dans un esprit de critique, mais comme un moyen d'illustrer le pouvoir de la coopération et de souligner ma conviction en le pouvoir potentiel des églises du monde. Pour éviter toute mauvaise interprétation de ma référence aux églises, je répéterai ce que j'ai souvent mentionné en personne, sans l'influence des églises, aucun homme ne serait en sécurité en marchant dans la rue. Les hommes se précipiteraient sur lui comme des loups et la civilisation resterait à l'ère préhistorique. Ma plainte n'est pas dirigée contre le travail accompli par les églises, mais contre le travail qu'elles auraient pu accomplir grâce à un leadership basé sur le principe d'effort coordonné et coopératif, ce qui aurait propulsé la civilisation 1000 ans en avant de là où elle se trouve aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard pour ce leadership. Afin que vous puissiez comprendre plus pleinement le principe fondamental de l'effort coopératif, je vous motive à aller à la bibliothèque publique et à lire La science du pouvoir de Benjamin Kidd. Parmi les dizaines de volumes, certains des penseurs les plus solides du monde que j'ai lus au cours des 15 dernières années, aucun volume ne m'a donné une compréhension aussi complète des possibilités de l'effort coopératif que ce livre. En recommandant sa lecture, mon but n'est pas d'approuver le livre dans son ensemble, car il propose certaines théories avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Si vous le lisez, faites-le avec un esprit ouvert et ne tirez que ce que vous sentez pouvoir utiliser avantageusement pour atteindre votre objectif principal défini. Le livre stimulera la réflexion, ce qui est le plus grand service qu'un livre puisse offrir. En fait, l'objectif principal de ce cours de lecture sur la loi du succès est de stimuler la réflexion délibérée, en particulier ce type de pensée libre de préjugés et de partialité, et qui cherche la vérité peu importe où, comment ou quand elle est trouvée. Pendant la Première Guerre mondiale, j'ai eu la chance d'entendre l'analyse d'un grand soldat sur comment être un leader. Cette analyse a été donnée aux étudiants officiers du 2e camp d'entraînement à Fort Sheridan par le major Sibach, un officier de l'armée calme et sans prétention qui agissait comme instructeur. J'ai conservé une copie de ce discours car je crois que c'est l'une des meilleures leçons sur le leadership jamais enregistrées. La sagesse du discours du major Bach est si vitale pour l'homme d'affaires aspirant au leadership, le chef de section, le sténographe, le contremaître d'atelier ou le président d'usine, que je l'ai inclus comme partie intégrante de ce cours de lecture. J'espère sincèrement qu'à travers ce cours, cette remarquable dissertation sur le leadership parviendra entre les mains de tous les entrepreneurs, travailleurs et personnes ambitieuses aspirant au leadership dans n'importe quel domaine de la vie. Les principes sur lesquels se base le discours sont aussi applicables au leadership dans les affaires, l'industrie et les finances qu'à la conduite réussie de la guerre. Le commandant Bach a dit, en peu de temps, chacun d'entre vous dirigera la vie d'un certain nombre d'autres hommes. Vous aurez sous votre responsabilité des citoyens loyaux mais ignorants, qui chercheront en vous instruction et guidance. Votre parole sera leur loi. Votre commentaire le plus décontracté sera mémorisé. Vos gestes seront imités. Votre façon de vous habiller, de vous comporter, votre vocabulaire et votre manière de diriger seront imités. Lorsque vous rejoindrez votre organisation, vous trouverez un groupe d'hommes prêts, ne vous demandant rien de plus que les qualités qui leur imposeront le respect, la loyauté et l'obéissance. Ils sont parfaitement disposés et désireux de vous suivre tant que vous pouvez les convaincre que vous possédez ces qualités. Lorsque viendra le moment où ils seront convaincus que vous ne les possédez pas, il vaut mieux que tu prennes congé. Ta pertinence dans cette organisation a atteint sa fin. Comme c'est remarquablement vrai dans tous les types de leadership,
du point de vue de la société, le monde peut être divisé en leaders et en suiveurs. Les professions ont leurs leaders, le monde financier a ses leaders. Dans tout ce leadership, il est difficile, voire impossible, de séparer l'élément pur du leadership de cet élément égoïste de bénéfices personnels ou d'avantages individuels, sans lequel tout type de leadership perdrait sa valeur. Seul dans le service militaire, où les hommes sacrifient librement leur vie pour une cause et sont prêts à souffrir et mourir pour le droit ou la prévention d'un mal, nous pouvons espérer réaliser le leadership dans son sens le plus élevé et le plus désintéressé. Ainsi, quand je parle de leadership, je fais référence au leadership militaire. Dans quelques jours, la grande majorité d'entre vous recevra des commissions en tant qu'officier. Ces commissions ne vous feront pas devenir des leaders, elles feront simplement de vous des officiers, vous placeront dans une position où vous pourriez devenir des leaders si vous possédez les attributs nécessaires. Mais vous devez bien faire les choses, non seulement avec les hommes au-dessus de vous, mais aussi avec ceux en dessous de vous. Les hommes doivent suivre et ils suivront au combat. Les officiers qui ne sont pas des leaders comptent sur la force qui pousse ces hommes, qui n'est pas l'enthousiasme, mais la discipline. Ils vont avec le doute et la crainte posée par la question tacite, que fera-t-il maintenant? Ces hommes obéissent à la lettre de leurs ordres mais rien de plus. Ils ne connaissent rien de la dévotion envers leur commandant, de l'enthousiasme exalté qui méprise le risque personnel ou du sacrifice pour assurer leur sécurité personnelle. Leurs jambes les portent parce que leur cerveau et leur formation leur disent qu'ils doivent y aller, mais leur esprit ne suit pas. Les grands résultats ne sont pas atteints avec des soldats froids, passifs et insensibles. Ils ne vont pas loin et s'arrêtent dès qu'ils le peuvent. Le leadership n'exige pas seulement, mais reçoit une obéissance et une loyauté volontaire, sans hésitation et sans concession, de la part des hommes. Une dévotion qui les amènera, au moment venu, à suivre le roi sans couronne jusqu'en enfer, voire à des retours. Et vous vous demanderez alors en quoi consiste ce leadership que je dois exercer pour devenir un leader? Quels sont les attributs du leadership? Et comment puis-je les cultiver? Le leadership est une combinaison de plusieurs qualités, tout comme le succès est un composé des 15 facteurs sur lesquels ce cours de lecture a été construit. Parmi les plus importants, je citerai la confiance en soi, l'ascendant moral, le dévouement, le paternalisme, l'équité, l'initiative, la décision, la dignité et le courage. La confiance en soi est le résultat, premièrement, de la connaissance précise, deuxièmement, de la capacité à transmettre cette connaissance, et troisièmement, du sentiment de supériorité sur les autres qui découle naturellement de tout cela. Tout cela donne à l'officier un leadership pour mener. Il peut tromper tous ces hommes parfois, mais il ne peut pas le faire tout le temps. Les hommes n'auront pas confiance en un officier à moins qu'ils ne connaissent son métier et il doit le connaître du début à la fin. L'officier doit en savoir plus sur la paperasserie que ses sergents-majors et le secrétaire de compagnie réunis. Il doit en savoir plus sur la cuisine que son chef de cuisine. Plus sur les maladies du cheval que son maréchal ferrant. Il doit être au moins aussi bon tireur que n'importe quel homme de sa compagnie. Si l'officier ne sait pas, et montre le fait qu'il ne sait pas, il est tout à fait humain que le soldat se dise « il ne sait pas autant que moi à ce sujet » et fasse-fi tranquillement des instructions reçues. Rien ne remplace les connaissances précises. Il est crucial d'être également informé que les hommes viendront vous poser des questions, que vos collègues officiers se demanderont les uns aux autres, demande à Smith, il sait. Chaque officier doit non seulement bien connaître les devoirs de son propre grade, mais aussi étudier ceux des 2 grades immédiatement supérieurs. Cela a un double avantage, cela le prépare aux tâches qui pourraient lui incomber à tout moment pendant la bataille, et lui donne une vision plus large lui permettant de comprendre les besoins pour donner des ordres et de participer de manière plus intelligente à leur exécution. L'officier ne doit pas seulement savoir, mais doit être capable d'exprimer ce qu'il sait dans un anglais grammatical, intéressant et convaincant. Il doit apprendre à se tenir debout et à parler sans honte. On m'a dit que dans les camps d'entraînement britanniques, les étudiants officiers doivent donner des exposés de 10 minutes sur n'importe quel sujet qu'ils choisissent. C'est une pratique excellente, car pour parler clairement, il faut penser clairement, et la pensée claire et logique se manifeste dans des ordres définis et positifs. Alors que la confiance en soi est le résultat de savoir plus que tes hommes, l'ascendant moral sur eux est basé sur ta conviction que tu es un homme meilleur. Pour gagner et maintenir cette attitude, tu dois avoir le contrôle de soi, la vitalité physique et la résistance, la force morale. Tu dois te contrôler tellement bien que même si, au combat, tu as une peur mortelle, tu ne montreras jamais de la peur.
car si par un mouvement précipité, un tremblement de main, un changement d'expression, ou un ordre donné hâtivement, tu révèles ta condition mentale, cela se reflètera chez tes hommes dans une bien plus grande mesure. Dans la garnison ou le camp, de nombreux cas surgiront pour tester ton tempérament et ils ruinent la douceur de ta disposition. Si à ces moments-là, tu perds la main, tu n'as rien à faire à la tête des hommes. Car les hommes qui se mettent en colère disent et font des choses dont ils se repentent presque toujours par la suite. Et un officier ne doit jamais s'excuser auprès de ces hommes. De même, un officier ne doit jamais être coupable d'un acte pour lequel son sens de la justice lui dicte de s'excuser. Un autre élément pour atteindre l'élévation morale réside dans la possession d'une vitalité physique suffisante et d'une résistance pour supporter les difficultés auxquelles vous et vos hommes êtes soumis, et un esprit intrépide qui vous permettra non seulement de les accepter joyeusement, mais aussi de minimiser leur ampleur. Ne donnez pas d'importance à vos problèmes, ne faites pas de cas de vos épreuves et contribuez de manière vitale à créer dans votre organisation un esprit dont la valeur en temps de tension ne peut être mesurée. La force morale est le troisième élément pour atteindre l'élévation morale. Pour exercer la force morale, vous devez vivre proprement. Vous devez avoir assez de pouvoir cérébral pour voir ce qui est juste et la volonté de faire ce qui est juste. Soyez un exemple pour vos hommes. Un officier peut être une force pour le bien ou une force pour le mal. Ne leur donnez pas de sermons, cela sera inutile. Vivez le type de vie que vous voulez qu'ils mènent et vous serez surpris du nombre de personnes qui vous imiteront. Un capitaine bruyant et profane qui ne prend pas soin de son apparence personnelle aura une compagnie bruyante, profane et sale. Souvenez-vous de ce que je vous dis, votre compagnie sera un reflet de vous-même. Si vous avez une compagnie pourrie, c'est parce que vous êtes un capitaine pourri. Le dévouement est essentiel pour le leadership. Vous donnerez tout le temps, vous vous consacrerez physiquement, car les heures les plus longues, le travail le plus dur et la plus grande responsabilité sont la chance du capitaine. Vous êtes le premier à vous lever le matin et le dernier à rentrer le soir. Vous travaillerez pendant que les autres dorment. Vous vous consacrerez mentalement à la sympathie et à l'appréciation des problèmes des hommes sous vos ordres. La mère de l'un est décédée et l'autre a perdu toutes ses économies dans une faillite bancaire. Ils peuvent souhaiter de l'aide, mais plus que tout, ils souhaitent de la sympathie. Ne commettez pas l'erreur de rejeter ces hommes en affirmant que vous avez vos propres problèmes. Car chaque fois que vous faites cela, vous abattez un mur des fondations de votre maison. Vos hommes sont vos fondations, et votre maison de leadership s'effondrera sur vos oreilles à moins de reposer solidement sur eux. Enfin, vous donnerez vos propres et maigres ressources financières. Vous dépenserez fréquemment votre propre argent pour préserver la santé et le bien-être de vos hommes, ou pour les aider lorsqu'ils ont des problèmes. En général, vous récupérez votre argent. Mais souvent, vous devez l'inscrire en pertes et profits. Néanmoins, cela en vaut la peine. Lorsque je dis que le paternalisme est essentiel pour le leadership, j'utilise le terme dans son meilleur sens. Je ne fais pas référence à cette forme de paternalisme qui prive les hommes d'initiative, de confiance en soi et de respect de soi. Je fais référence au paternalisme qui se manifeste dans le soin vigilant du confort et du bien-être de ceux qui sont sous votre responsabilité. Les soldats sont comme des enfants. Vous devez vous assurer qu'ils ont un abri, de la nourriture et des vêtements aussi bons que vos efforts peuvent le permettre. Vous devez vous assurer qu'ils ont de la nourriture avant de penser à vous-même, qu'ils ont un lit aussi bon que possible avant de penser où vous dormirez. Vous devriez vous soucier beaucoup plus de leur confort que du vôtre. Vous devez prendre soin de leur santé en conservant leur force, en n'exigeant pas d'efforts inutiles ni de travaux inutiles. Et en faisant tout cela, vous insufflez de la vie dans ce qui serait autrement une simple machine. Vous créez une âme dans votre organisation qui fera que la masse vous répondra comme si vous étiez un seul homme. Et c'est cela l'esprit. Et lorsque votre organisation aura cet esprit, un matin, vous vous réveillerez et vous découvrirez que les rôles ont changé. Au lieu que vous soyez constamment à leur service, ils se seront chargés de prendre soin de vous sans même une suggestion de votre part. Vous découvrirez qu'il y a toujours un détail qui s'assure que votre tente, si vous en avez une, soit rapidement montée. Qu'on vous apporte les draps les plus propres et les plus abondants. De quelques sources mystérieuses, 2 œufs ont été ajoutés à votre dîner. Lorsque personne d'autre n'est là, un homme supplémentaire aide ses hommes à donner à son cheval un toilettage superbe, ses souhaits sont anticipés, tous les hommes sont prêts. Mais alors, il est arrivé. Vous ne pouvez pas traiter tous les hommes de la même manière.
Une punition que certains hommes rejettent d'un haussement d'épaule est une souffrance mentale pour un autre. Un commandant de compagnie qui a pour une infraction spécifique une punition standard qui s'applique à tous et soit trop paresseux, soit trop stupide pour étudier la personnalité de ces hommes. Dans son cas, la justice est certainement aveugle. Il étudie ces hommes aussi attentivement qu'un chirurgien étudie un cas difficile. Et quand il est sûr de son diagnostic, il applique le remède. Et rappelez-vous, il applique le remède pour effectuer une guérison, pas simplement pour voir la victime se tordre. Il peut être nécessaire de couper profondément, mais une fois satisfait de son diagnostic, ne déviez pas de votre objectif par aucune fausse sympathie envers le patient. De la main de l'impartialité dans l'attribution des punitions marche l'impartialité dans l'attribution des crédits. Tout le monde déteste un porc humain. Lorsqu'un de vos hommes a accompli un travail particulièrement méritoire, assurez-vous qu'il reçoive la récompense appropriée. Déplacez ciel et terre pour l'obtenir. N'essayez pas de l'obtenir pour vous-même et de le garder pour vous. Vous pouvez le faire et vous en sortir, mais vous aurez perdu le respect et la loyauté de vos hommes. Tôt ou tard, vos frères officiers le découvriront et vous rejetteront comme un lépreux. Dans la guerre, il y a assez de gloire pour tout le monde. Donnez à l'homme qui est sous votre commandement ce qui lui revient. L'homme qui prend toujours et ne donne jamais n'est pas un leader, c'est un parasite. Il y a une autre sorte de justice, celle qui empêche un officier d'abuser des privilèges de son rang. Lorsque vous exigez le respect des soldats, assurez-vous de les traiter avec le même respect. Renforcez votre virilité et votre estime de soi. N'essayez pas de l'abattre. Qu'un officier soit puissant et insultant dans son traitement des simples soldats est un acte de lâcheté. Attacher un nom à un arbre avec les cordes de la discipline, puis le frapper au visage, sachant parfaitement que l'homme ne peut pas rendre le coup, est un acte de lâcheté. La considération, la courtoisie et le respect des officiers envers les simples soldats ne sont pas incompatibles avec la discipline, ils font partie de notre discipline. Sans initiative et décision, aucun homme ne peut espérer diriger. Dans les manœuvres, vous verrez souvent lorsqu'une urgence survient, certains hommes donnent instantanément des ordres qui, lorsqu'ils sont analysés plus tard, s'avèrent être sinon exactement justes, presque justes. Vous verrez que d'autres hommes, en cas d'urgence, deviennent très nerveux, leur cerveau refuse de fonctionner ou ils donnent un ordre hâtif, le révoquent, en donnent un autre, le révoquent. En bref, ils présentent tous les signes d'une stupeur. Pour le premier homme, on peut dire que cet homme est un génie, il n'a pas eu le temps de raisonner sur cette affaire, il agit intuitivement. Oubliez cela. Le génie n'est rien d'autre que la capacité de prendre des peines infinies. L'homme préparé est celui qui s'est inscrit, a étudié à l'avance les situations possibles qui pourraient survenir, a fait des plans provisoires couvrant ces situations. Lorsqu'il est confronté à l'urgence, il est prêt à la gérer. Il doit avoir une acuité mentale suffisante pour apprécier le problème qui se pose et le pouvoir de raisonner rapidement pour déterminer quels changements sont nécessaires dans son plan déjà formulé. Il doit également avoir la décision d'ordonner l'exécution et de s'y tenir. Toute commande raisonnable en cas d'urgence est meilleure que l'absence de commande. La situation est là, traitez-la. Il vaut mieux faire quelque chose et faire ce qui est correct que de douter et rechercher ce qui est correct pour finir par ne rien faire. Et une fois que vous avez décidé d'une ligne d'action, tenez-vous-en. Ne vacillez pas. Les hommes n'ont pas confiance en un officier qui ne fait pas confiance à son propre esprit. De temps en temps, vous devrez faire face à une situation qu'aucun être humain raisonnable ne pourrait prévoir. Si vous vous êtes préparé à affronter d'autres urgences, vous pourriez anticiper la formation mentale acquise vous permettra d'agir avec promptitude et calme. Souvent, vous devrez agir sans ordre de l'autorité supérieure. Le temps ne vous permettra pas de les attendre. Ici, l'importance d'étudier le travail des officiers au-dessus de vous entre à nouveau en jeu. Si vous avez une vision globale de la situation et pouvez vous faire une idée du plan général de vos supérieurs, cela et votre formation antérieure aux urgences vous permettront de déterminer que la responsabilité vous incombe et de donner les ordres nécessaires sans délai. L'élément de la dignité personnelle est important dans le leadership militaire. Soyez amis avec vos hommes, mais ne devenez pas intime avec eux. Vos hommes doivent avoir peur de vous, pas de la frayeur, mais de la peur. Si vos hommes prétendent être familiers, c'est de votre faute, pas de la leur. Leurs actions les ont encouragés à le faire. Et par-dessus tout, ne vous abaissez pas en courtisant leur amitié ou en cherchant leur faveur, ils vous mépriseront pour cela.
Si vous méritez leur loyauté, leur respect et leur dévouement, ils vous les accorderont sûrement sans que vous ayez à les demander. Si ce n'est pas le cas, rien de ce que vous pouvez faire ne les gagnera. Il est très difficile pour un officier d'être digne tout en portant un uniforme sale et taché et une barbe de 3 jours sur le visage. Un homme ainsi manque de respect pour lui-même et ce type de respect est un élément essentiel de la dignité. Il peut y avoir des occasions où votre travail implique des vêtements sales et un visage non rasé. Tous vos hommes ont cet aspect dans ces occasions, il y a une raison de trop pour cette image. En fait, il serait une erreur d'avoir l'air trop propre, car ils penseraient que vous ne faites pas votre travail. Mais une fois que cette occasion inhabituelle d'exemple de propreté personnelle est passée, je mentionnerai alors le courage moral dont vous avez besoin ainsi que le courage mental, le genre de courage moral qui vous permet de vous en tenir sans hésitation à un cours d'action spécifique que votre jugement a indiqué être le plus approprié pour assurer les résultats souhaités. Vous trouverez souvent, surtout dans l'action, qu'après avoir donné vos ordres pour faire quelque chose de précis, vous serez assailli par des soupçons et des doutes. Vous verrez ou croirez voir d'autres moyens meilleurs pour atteindre l'objectif recherché. Vous serez fortement tenté de changer vos ordres. Ne le faites pas à moins que cela ne soit clairement manifeste que vos premiers ordres étaient radicalement erronés. Car si vous le faites, vous serez à nouveau tourmenté par des doutes sur l'efficacité de vos deuxièmes ordres. Chaque fois que vous changez vos ordres sans raison évidente, vous affaiblissez votre autorité et la confiance de vos hommes. Ayez le courage moral de maintenir votre ordre et de le suivre. Le courage moral exige également d'assumer la responsabilité de vos propres actes. Si vos subordonnés ont fidèlement exécuté vos ordres et que le mouvement que vous avez dirigé est un échec, l'échec est le vôtre, pas le leur. L'honneur aurait été le vôtre si vous aviez réussi. Assumez la faute si le résultat est un désastre. Ne cherchez pas à la transférer à un subordonné et à en faire un bouc émissaire, c'est un acte de lâcheté. Vous aurez également besoin du courage moral pour déterminer le destin de vos subordonnés. Vous serez souvent appelé à recommander la promotion ou la rétrogradation des officiers et sous-officiers de votre commandement immédiat. Gardez à l'esprit votre intégrité personnelle et le devoir envers votre pays. Ne vous détournez pas du strict sens de la justice par des sentiments d'amitié personnelle. Si votre propre frère est votre secrétaire et lieutenant et qu'on le considère capable d'exercer ses fonctions, éliminez-le. Si vous ne le faites pas, votre manque de courage moral peut entraîner la perte de vie précieuse. Si, en revanche, on vous demande une recommandation sur un homme que, pour des raisons personnelles, vous détestez profondément, ne manquez pas de lui rendre pleine justice. Rappelez-vous que votre objectif est le bien général, pas la satisfaction d'une rancune personnelle. Je suppose que vous avez du courage physique, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point le courage est nécessaire. Le courage est plus que la bravoure. La bravoure est l'intrépide, l'absence de peur. Le plus stupide peut être courageux parce qu'il manque de jugement pour apprécier son danger. Il ne sait pas assez pour avoir peur. Le courage, cependant, est cette fermeté d'esprit, cette colonne vertébrale morale qui, tout en étant pleinement conscient du danger encouru, poursuit son entreprise. Le courage physique et le courage mental et moral. Vous pouvez avoir froid dans tout votre corps, vos mains et vos jambes peuvent trembler, vos genoux peuvent fléchir, cela s'appelle la peur. Cependant, si malgré cette déception physique, vous continuez à diriger vos hommes contre l'ennemi, vous avez du courage. Les manifestations physiques de la peur passeront. Vous ne les expérimenterez peut-être qu'une fois. C'est la fièvre du novice, du chasseur qui tente de tirer sur son premier cerf. Ne leur cédez pas. Il y a quelques années, alors que je suivais un cours de démolition, la classe à laquelle j'appartenais manipulait de la dynamite. L'instructeur a dit à propos de sa manipulation, « Je dois vous avertir, messieurs, soyez prudents dans l'utilisation de ces explosifs. Un homme n'a qu'un seul accident, et c'est ainsi que je vous avertis. Si vous cédez à la peur qui, sans aucun doute, vous assaillera lors de votre première action, si vous montrez la plume blanche, si vous laissez vos hommes avancer alors que vous creusez un cratère de projectiles, vous n'aurez plus jamais la chance de diriger ces hommes. Utilisez votre jugement lorsque vous demandez à vos hommes de faire preuve de courage physique ou de bravoure. Ne demandez à aucun homme d'aller là où vous ne irez pas. Si votre bon sens vous dit que c'est un endroit trop dangereux pour que vous vous aventuriez, alors cela l'est probablement point donc, c'est trop dangereux pour lui. Il sait que sa vie est aussi précieuse pour lui que la vôtre l'est pour vous. Parfois, certains de vos hommes doivent se mettre en danger,
un danger qu'ils ne peuvent pas partager. Il faut transmettre un message à travers une zone balayée par le feu, demandez des volontaires. Si vos hommes vous connaissent et savent que vous avez raison, ils ne vous manqueront jamais de volontaires car ils sauront que votre cœur est dans votre travail, que vous donnez à votre pays le meilleur de ce que vous avez. Vous-même portez le message de bon cœur si vous le pouviez. Votre exemple et votre enthousiasme les auront inspirés. Et enfin, si vous aspirez au leadership, je vous encourage à étudier les hommes, à entrer dans leur peau et à découvrir ce qui se cache en eux. Certains hommes sont très différents de ce qu'ils semblent être en surface. Déterminez le fonctionnement de leur esprit. Une grande partie du succès du général Robert E. Lee en tant que leader peut être attribuée à sa capacité en tant que psychologue. Il connaissait la plupart de ses adversaires depuis les jours de West Point, il connaissait le fonctionnement de leur esprit et croyait qu'ils feraient certaines choses dans certaines circonstances. Dans presque tous les cas, il était capable d'anticiper leurs mouvements et de bloquer leur exécution. Vous ne pouvez pas connaître votre adversaire dans cette guerre de la même manière, mais vous pouvez connaître vos propres hommes. Vous pouvez étudier chacun d'entre eux pour déterminer où se situent leurs forces et leurs faiblesses, en qui vous pouvez avoir confiance jusqu'au dernier souffle et qui ne le peut pas. Connaissez vos hommes, connaissez votre métier, connaissez-vous. Dans toute la littérature, vous ne trouverez pas de meilleure description du leadership que celle appliquée à vous-même, à votre entreprise, à votre profession ou à l'endroit où vous êtes employé. Vous remarquerez à quel point le discours du commandant Bush vous sert de guide. C'est un discours qui pourrait très bien être livré à chaque garçon et fille diplômé du lycée, à tous les diplômés universitaires, cela pourrait devenir le livre de règles pour tout homme occupant une position de leadership sur d'autres hommes, peu importe sa vocation, son entreprise ou sa profession. Dans la deuxième leçon, vous avez appris la valeur d'un objectif principal défini. Il convient de souligner ici que votre objectif doit être actif, pas passif. Un objectif défini ne sera jamais rien d'autre qu'un simple désir à moins que vous ne deveniez une personne d'initiative et que vous ne poursuiviez de manière agressive et persistante cet objectif jusqu'à ce qu'il soit accompli. On n'arrive nulle part sans persistance, un fait qui ne peut jamais être répété trop souvent. La différence entre la persistance et son absence est la même que celle entre le désir d'une chose et la détermination positive à l'obtenir. Pour devenir une personne d'initiative, vous devez former l'habitude de suivre de manière agressive et persistante l'objet de votre objectif principal défini jusqu'à ce que vous l'atteigniez, que cela prenne 1 an ou 20 ans, cela n'a pas d'importance. Il n'est pas plus utile d'avoir un objectif principal défini que de l'avoir sans un effort continu pour l'atteindre. Vous ne tirez pas le meilleur parti de ce cours si vous ne faites pas chaque jour un pas qui vous rapproche de la réalisation de votre objectif principal défini. Ne vous trompez pas, ni ne permettez à d'autres de vous tromper en pensant que l'objet de votre objectif principal défini importera s'il vous suffit d'attendre sa réalisation. Il viendra à travers votre propre détermination à soutenir vos propres plans soigneusement élaborés et votre propre initiative pour mettre ces plans en action, ou ne viendra pas du tout. L'un des principaux prérequis pour le leadership est le pouvoir de la décision rapide et ferme. L'analyse de plus de 16 000 personnes a révélé le fait que les leaders sont toujours des hommes de décision rapide, même dans des affaires mineures, alors que le suiveur n'est jamais une personne de décision rapide. Il vaut la peine de se rappeler que le suiveur dans n'importe quel domaine de la vie est un homme qui sait rarement ce qu'il veut, qui hésite, remet les choses à plus tard et en fait refuse de prendre une décision, même dans les affaires les plus mineures, à moins qu'un leader ne l'y incite. Sachez que la plupart des gens ne peuvent ni ne veulent prendre des décisions rapidement. Si vous le faites, cela aidera grandement le leader qui sait ce qu'il veut et qui a un plan pour l'obtenir. Vous remarquerez à quel point les deux lois traitées dans la leçon 2 sont étroitement liées, ainsi que dans cette leçon. Le leader non seulement travaille avec un objectif défini, mais a aussi un plan défini pour atteindre la fin de cet objectif. Il sera également noté que la loi de la confiance en soi devient une partie importante de l'équipe de travail du leader. La principale raison pour laquelle le suiveur ne prend pas de décision est qu'il manque de confiance en soi pour le faire. Tout leader fait usage de la loi du but défini, de la loi de la confiance en soi et de la loi de l'initiative et du leadership. Et s'il est un leader exceptionnel et réussi, alors il fait usage des lois de l'imagination, de l'enthousiasme, de l'autodiscipline, de la personnalité agréable, de la pensée exacte, de la concentration et de la tolérance. Sans l'utilisation combinée de toutes ces lois, personne ne peut devenir un leader vraiment grand. L'omission d'une seule de ces lois diminue proportionnellement le pouvoir de leader.
Un vendeur de l'université d'extension de La Salle a rendu visite à un agent immobilier dans une petite ville de l'Ouest dans le but d'essayer de lui vendre un cours de vente et de gestion d'entreprise. Lorsque le vendeur est arrivé au bureau du client potentiel, il a trouvé le monsieur tapotant une lettre du bout des doigts sur une vieille machine à écrire. Le vendeur s'est présenté et a commencé à exposer son entreprise et à décrire le cours qu'il était venu vendre. L'agent immobilier a écouté avec un intérêt apparent. Une fois la présentation de vente terminée, le vendeur a hésité, attendant un signe de oui ou de non de la part de son client potentiel. Pensant peut-être qu'il n'avait pas été assez convaincant lors de la présentation, il a brièvement répété les mérites du cours pour la deuxième fois, mais il n'a reçu aucune réponse de la part du futur étudiant. Le vendeur, par une question directe, a demandé « Voulez-vous ce cours ?» D'un ton de voix lent et mesuré, l'agent immobilier a répondu « Eh bien, je ne sais pas vraiment si je le veux ou pas », il disait sans doute la vérité car il était l'un des millions d'hommes à avoir du mal à prendre des décisions. Connaissant bien la nature humaine, le vendeur s'est levé, a mis son chapeau, a rangé ses documents dans sa mallette et s'est préparé à partir. Puis, il a adopté une tactique quelque peu drastique, prenant l'agent immobilier par surprise avec cette déclaration surprenante « Je vais vous dire quelque chose qui ne vous plaira pas, mais qui pourrait vous être utile. Regardez ce bureau dans lequel vous travaillez, le sol est sale, les murs poussiéreux, la machine à écrire que vous utilisez semble avoir été utilisée par le Seigneur Noé dans l'arche pendant le déluge. Vos pantalons sont amples aux genoux, votre cou est sale, votre visage est non rasé et vous avez un regard qui me dit que vous êtes vaincu. Allez-y, mettez-vous en colère, c'est exactement ce que je veux que vous fassiez, car cela pourrait vous surprendre et vous faire réfléchir à quelque chose qui pourrait vous être utile, ainsi qu'à ceux qui dépendent de vous. Je peux imaginer dans mon esprit la maison où vous vivez, plusieurs enfants peu vêtus et peut-être pas bien nourris, une mère dont la robe est démodée depuis 3 saisons, dont les yeux ont le même regard vaincu que les vôtres. La femme que vous avez épousée vous a soutenu, mais vous n'avez pas agi correctement dans la vie comme elle s'y attendait quand vous vous êtes mariés. Rappelez-vous, je ne parle pas à un étudiant potentiel, car je ne lui vendrai pas ce cours à ce moment précis même si je lui proposais de payer en espèces à l'avance, car s'il le faisait, il n'aurait pas l'initiative de le terminer, et nous ne voulons pas d'échecs sur notre liste d'étudiants. La discussion que je vous donne maintenant rendra peut-être impossible de vous vendre quelque chose un jour, mais cela sera quelque chose pour vous, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant pour vous. Cependant, permettez-moi de dire ceci d'homme à homme, je crois que vous avez de l'intelligence et je suis sûr que vous avez de la capacité. Mais il est tombé dans une habitude qui l'a submergé. Aucun homme n'est à terre et vaincu jusqu'à ce qu'il se trouve sous l'herbe. Vous pouvez être à terre temporairement, mais vous pouvez vous relever. Et je suis assez sportif pour vous tendre la main et vous donner un coup de pouce si vous acceptez mes excuses pour ce que j'ai dit. Vous ne appartenez pas à cette ville, vous mourriez de faim dans l'immobilier de cet endroit. Même si vous étiez un leader dans votre domaine, achetez un nouveau costume même si vous devez emprunter de l'argent pour le faire, et ensuite venez avec moi à Saint-Louis et je vous présenterai à un agent immobilier qui vous donnera l'occasion de gagner de l'argent tout en vous apprenant des choses importantes dans ce domaine que vous pourrez exploiter plus tard. Si vous n'avez pas assez de crédit pour obtenir les vêtements dont vous avez besoin, je vous aiderai dans un magasin. Je suis sérieux dans mon offre d'aide, basée sur le motif le plus élevé qui puisse motiver un être humain. J'ai du succès dans mon propre domaine, mais je ne l'ai pas toujours eu. J'ai traversé la même situation que vous, mais ce qui importe, c'est que je l'ai traversé et surmonté, exactement comme vous le ferez si vous suivez mes conseils. Si vous venez avec moi, l'agent immobilier commença à se lever mais ses jambes fléchirent et il s'effondra dans sa chaise, même s'il était un homme grand avec des qualités masculines bien prononcées, connu comme le type d'homme. Ses émotions le submergèrent et il se mit à pleurer. Après un deuxième essai, il se leva, serra la main du vendeur, le remercia pour sa gentillesse et lui dit qu'il suivrait le conseil, mais qu'il le ferait à sa manière. Il demanda un formulaire vierge pour le cours de vente et de gestion des affaires, fit le premier paiement en pièces de 5 et 10 cents et dit au vendeur qu'il entendrait parler de lui 3 ans plus tard. Cet agent immobilier avait une organisation de 60 vendeurs et l'une des entreprises immobilières les plus prospères de la ville. L'auteur de ce cours, qui était directeur de la publicité à l'université d'extension de La Salle au moment de cet incident, a été plusieurs fois dans le bureau de cet agent immobilier et l'a observé pendant plus de 15 ans. Il est totalement différent de la personne interviewée par le vendeur de La Salle il y a plus de 15 ans, et ce qui l'a rendu différent, c'est la même chose qui vous rendra différent. C'est le pouvoir de décision, essentiel pour le leadership.
Cet agent immobilier est maintenant un leader dans l'immobilier. Il dirige les efforts d'autres vendeurs et les aide à être plus efficaces. Ce changement dans sa philosophie a transformé la défaite temporaire en succès. Chaque nouveau vendeur qui entre pour travailler pour cet homme est convoqué dans son bureau privé avant d'être embauché et on lui raconte l'histoire de sa propre transformation, mot pour mot, telle qu'elle s'est déroulée lorsque le vendeur de la salle l'a rencontré pour la première fois dans son petit bureau d'immobilier, il y a environ 18 ans. L'auteur de ce cours a fait son premier voyage dans la petite ville de Limberport à cette époque, le seul moyen de transport vers Glasburg, le plus grand centre à proximité du Limber, était le chemin de fer Baltimore et Ohio et une ligne électrique interurbaine qui passait à 3000 de la ville. On pouvait marcher ces 3000 et je le souhaitais en arrivant à Clarksburg. J'ai découvert que le seul train allant à Bloombergsport le matin était déjà parti, et ne voulant pas attendre le train de l'après-midi, j'ai fait le trajet en tramway avec l'intention de marcher les 3000. En cours de route, il a commencé à pleuvoir à verse, et ces 3000 ont dû être parcourus à pied à travers une boue jaune profonde. Lorsque je suis arrivé à Limberport, mes chaussures et mon pantalon étaient couverts de boue et mon humeur n'était pas la meilleure à cause de cette expérience. La première personne que j'ai rencontrée était V. Honor, qui était alors le caissier de la banque de Limber. D'un ton de voix plutôt fort, je lui ai demandé pourquoi il ne pouvait pas étendre cette ligne de tramway depuis le croisement jusqu'à Limber, pour que vos amis puissent entrer et sortir de la ville sans se noyer dans la boue. Vous voyez un ruisseau avec des rives élevées aux abords de la ville. À votre arrivée, il m'a demandé. J'ai répondu que oui, j'avais vu ça. Eh bien, il a continué, c'est pourquoi nous n'avons pas de tramway qui arrive en ville. Le coût d'un pont serait d'environ $100 000, et c'est plus que ce que la compagnie exploitante de la ligne de tramway est prête à investir. Nous avons passé 10 ans à essayer de leur faire construire une ligne jusqu'à la ville. Quand ils ont essayé, nous leur avons offert tous les avantages, comme le droit de passage depuis le croisement jusqu'à la ville et l'utilisation gratuite des rues, mais le pont est un obstacle. Simplement, ils ne supportent pas la dépense. Ils affirment qu'ils ne peuvent pas se permettre un tel investissement pour la petite quantité de revenus qu'ils recevraient de l'extension sur 3000. C'est alors que la philosophie de la loi du succès a commencé à me venir en aide. J'ai demandé à M. Hornet de m'accompagner pour une promenade jusqu'à la rivière afin que nous puissions voir l'endroit qui causait tant de tracas. Il a dit qu'il serait ravi de le faire. Lorsque nous sommes arrivés à la rivière, j'ai commencé à faire un inventaire de tout ce qui était visible. J'ai remarqué que les voies du chemin de fer de Baltimore, Ohio longeaient les rives de la rivière des deux côtés, que la route du comté traversait la rivière par un vieux pont de bois dont les deux accès passaient au-dessus de plusieurs voies ferrées, car la compagnie ferroviaire avait ses voies de triage à cet endroit. Pendant que nous étions là, un train de marchandises a bloqué le passage, et plusieurs équipages se sont arrêtés des deux côtés du train, attendant une opportunité pour passer. Le train a bloqué la route pendant environ 25 minutes. En tenant compte de cette combinaison de circonstances, il n'est pas difficile d'imaginer que 3 parties différentes étaient ou pourraient être intéressées par la construction d'un pont tel que celui qui serait nécessaire pour supporter le poids d'un tramway. Il était évident que la compagnie de chemin de fer Baltimore-Ohio serait intéressée par ce pont, car cela éliminerait la route du comté de ses voies de changement et leur éviterait un possible accident au croisement, sans parler de la grande perte de temps et des dépenses nécessaires pour arrêter les trains afin de permettre le passage des équipages. Il était également évident que les commissaires du comté seraient intéressés par le pont, car cela rendrait la route du comté encore plus praticable et utile pour le public. Et bien sûr, la compagnie de tramway était intéressée par le pont, mais elle ne voulait pas payer tout le coût. Tous ces faits m'ont traversé l'esprit alors que j'observais le train de marchandises bloquer la route. Un objectif principal défini a surgi dans mon esprit, de même qu'un plan défini pour l'atteindre. Le jour suivant, j'ai convoqué un comité de citoyens de la ville composé du maire, des conseillers et de certains citoyens éminents, et nous avons rendu visite au surintendant de la division de la compagnie de chemin de fer Baltimore et Ohio à Grafton. Nous l'avons convaincu que cela valait la peine d'investir un tiers du coût du pont pour éloigner la route du comté de leur voie ferrée. Ensuite, nous nous sommes adressés aux commissaires du comté et nous avons réalisé qu'ils étaient plutôt enthousiastes à l'idée d'obtenir un nouveau pont en ne payant qu'un tiers de celui-ci. Ils ont promis de payer leur tiers à condition que nous puissions obtenir les 2 autres tiers. Ensuite, nous nous sommes adressés au président de la compagnie de tramway propriétaire de la ligne de trolleybus à Fairmont, et nous lui avons proposé de lui donner tous les droits de passage et de payer les 2 tiers du coût du pont à condition qu'il commence à construire la ligne vers la ville rapidement.
Nous l'avons également trouvé réceptif. 3 semaines plus tard, un contrat a été signé entre la compagnie de chemin de fer Baltimore et Ohio, la compagnie de tramway Monongahela et les commissaires du comté de Harrison, établissant la construction du pont, un tiers de son coût étant pris en charge par chacun. 2 mois plus tard, les droits de passage étaient nivelés, et le pont était en construction. 3 mois plus tard, les tramways circulaient régulièrement à Limbert. Cet incident a été d'une grande importance pour la ville de Limbert, car il a fourni un moyen de transport permettant aux gens d'entrer et de sortir de la ville sans trop d'efforts. Il a également été d'une grande importance pour moi car il m'a représenté comme quelqu'un qui fait les choses. 2 avantages très concrets ont découlé de cette transaction. Le conseiller principal de la compagnie de tramway m'a donné un poste d'assistant, et plus tard, cela a été le moyen d'une présentation qui m'a conduit à être nommé directeur de la publicité de l'université d'extension de La Salle. Limbert était alors une petite ville et Chicago une ville plus grande et située à une distance considérable. Mais les nouvelles concernant l'initiative et le leadership ont une manière de prendre leur envol et de voyager. Dans l'opération décrite, 4 des 15 lois du succès ont été combinées, un objectif principal défini, la confiance en soi, l'imagination, l'initiative et le leadership. La loi de faire plus que ce pourquoi on est payé a également joué un rôle dans la transaction, car on ne m'a rien proposé, et en fait, je ne m'attendais pas à être payé pour ce que j'ai fait. Pour être honnête, j'ai entrepris la construction du pont plus comme un défi à ceux qui disaient que cela ne pouvait pas être fait, avec l'attente d'être payé pour cela. Avec mon attitude, j'ai donné à entendre à M. Ornay que je pouvais faire le travail, et il n'a pas tardé à me recruter et à me mettre à l'épreuve. Il peut être utile de souligner ici le rôle joué par l'imagination dans cette transaction. Pendant 10 ans, les habitants de Limbert avaient essayé de faire construire une ligne de tramway dans la ville. Il ne faut pas conclure que la ville manquait d'hommes capables, car ce serait inexact. En fait, il y avait beaucoup d'hommes capables dans la ville, mais ils avaient commis l'erreur que nous commettons tous si souvent, celle de tenter de résoudre leurs problèmes par le biais d'une seule source, alors qu'en réalité, il y avait 3 sources de solutions disponibles pour eux. 100 000 $ étaient trop pour qu'une seule entreprise assume la construction d'un pont. Mais lorsque le coût était réparti entre 3 parties intéressées, la somme que chaque partie devait assumer devenait plus raisonnable. On peut se demander pourquoi aucun des voisins n'a pensé à cette solution à 3 voies. En premier lieu, ils étaient tellement proches de leurs problèmes qu'ils n'adoptaient pas une perspective qui leur aurait suggéré la solution. C'est aussi une erreur courante que les grands leaders évitent toujours. En deuxième lieu, les habitants de la ville n'avaient jamais coordonné leurs efforts ou travaillé comme un groupe organisé dans le seul but de trouver un moyen de construire une ligne de tramway dans la ville. C'est également une autre erreur commune commise par les hommes dans tous les domaines de la vie, ne pas travailler d'un commun accord avec un profond esprit de coopération. Étant étranger, j'ai eu moins de difficultés à obtenir une action coopérative que ce que l'un des leurs aurait pu avoir. Trop souvent, dans les petites communautés, il existe un esprit d'égoïsme qui pousse chaque individu à penser que ses idées doivent prévaloir. C'est une partie importante de la responsabilité du leader que d'inciter les gens à subordonner leurs propres idées et intérêts pour le bien du groupe. Et cela s'applique aux affaires civiques, commerciales, sociales, politiques, financières ou industrielles. Le succès, quelle que soit la conception de ce terme, est presque toujours une question de capacité à faire en sorte que les autres subordonnent leurs propres individualités et suivent un leader. Le leader qui a la personnalité et l'imagination pour inciter ses disciples à accepter ses plans et à les exécuter fidèlement est toujours un leader capable. La prochaine leçon consacrée à l'imagination vous emmènera encore plus loin dans l'art du leadership. En effet, le leadership et l'imagination sont si étroitement liés et si essentiels au succès que l'un ne peut être appliqué avec succès sans l'autre. L'initiative est la force motrice qui pousse le leader en avant, mais l'imagination est l'esprit guide qui lui indique le chemin à suivre. L'imagination a permis à l'auteur de ce cours d'analyser le problème du pont de Lambert-Port, de le diviser en 3 parties et de les assembler dans un plan de travail pratique. Presque tous les problèmes peuvent être divisés en parties plus faciles à gérer que lorsqu'elles sont assemblées comme un tout. Peut-être l'un des avantages les plus importants de l'imagination est-elle de permettre de décomposer tous les problèmes en leurs composants et de les remonter en combinaisons plus favorables. On dit que toutes les batailles dans la guerre sont gagnées ou perdues non pas sur la ligne de front une fois que la bataille a commencé, mais derrière les lignes grâce à une stratégie solide ou à son absence, utilisée par les généraux qui planifient les batailles.
Ce qui est vrai dans la guerre est également vrai dans les affaires et dans la plupart des autres problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Nous gagnons ou perdons en fonction de la nature des plans que nous élaborons et que nous mettons en œuvre. Un fait qui sert à souligner la valeur des lois de l'initiative et du leadership, de l'imagination, de la confiance en soi et d'un objectif principal défini. Avec l'utilisation intelligente de ces 4 lois, on peut élaborer des plans pour n'importe quel objectif qui ne peuvent être vaincus par aucune personne ou groupe de personnes n'utilisant pas ou ne comprenant pas ces lois. La vérité exposée ici ne peut être échappée. L'effort organisé est dirigé selon un plan conçu avec l'aide de l'imagination, guidé par un objectif principal défini et impulsé par l'initiative et la confiance en soi. Ces 4 lois fusionnent en une seule et se transforment en un pouvoir entre les mains d'un leader. Sans leur aide, un leadership efficace est impossible. Maintenant, vous êtes prêts pour la leçon sur l'imagination. Lisez cette leçon en gardant à l'esprit tout ce qui a été dit ici, et cela prendra une signification beaucoup plus profonde. Intolérance, une visite après la classe avec l'auteur. Si vous devez exprimer des préjugés, de la haine et de l'intolérance, ne les prononcez pas, écrivez-les. Écrivez-les dans le sable près du bord de l'eau. Lorsque l'aube de l'intelligence s'étendra sur l'horizon oriental du progrès humain et que l'ignorance et la superstition auront laissé leurs dernières traces dans les sables du temps, le dernier chapitre du livre des crimes de l'homme sera enregistré. Son péché le plus grave, ou celui de l'intolérance la plus amère, émerge des préjugés religieux, raciaux et économiques, ainsi que des divergences d'opinion. Combien de temps, ô Dieu, passera-t-il avant que les pauvres mortels comprennent la folie de se détruire les uns les autres en raison de différentes croyances religieuses et tendances raciales? Le temps qui nous est accordé sur cette terre n'est qu'un bref moment, comme une bougie, nous nous allumons, brillons un instant, puis nous nous éteignons. Pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre à vivre de manière à ce que lorsque la grande caravane appelée mort approche et annonce que cette visite est terminée, nous soyons prêts à plier nos tentes et à avancer silencieusement vers le grand inconnu, sans peur ni tremblement? J'espère ne pas trouver de juifs ou de gentils, de catholiques ou de protestants, d'allemands, d'anglais ou de français lorsque j'aurai traversé la barre vers l'autre côté. J'espère y trouver seulement des âmes humaines, des frères et sœurs, tous sans distinction de race, de croyance ou de couleur, car je voudrais mettre fin à l'intolérance pour pouvoir reposer en paix pour toute l'éternité. Voici la description d'une image détaillant l'inutilité du combat. 2 serviteurs mâles se sont engagés dans une lutte à mort, chacun croyant qu'il sera le vainqueur. À côté, la femelle attend le vainqueur sans rêver que demain, les os des 2 combattants blanchiront sous le soleil. Pauvre bête stupide, dira peut-être quelqu'un, mais ce n'est pas très différent de la famille humaine. L'homme se battra à mort avec ses frères à cause de la compétition. Les 3 principales formes de compétition sont de nature sexuelle, économique et religieuse. Il y a 20 ans, une grande institution éducative faisait des affaires prospères et offrait un service digne à des milliers d'étudiants. Les 2 propriétaires de l'école se sont mariés avec 2 jeunes femmes belles et talentueuses qui étaient particulièrement douées dans l'art de jouer du piano. Les 2 épouses se sont engagées dans une querelle pour savoir laquelle était la plus habile dans cet article. Le désaccord a été pris en charge par chacun des maris et ils sont devenus de féroces ennemis. Maintenant, les os de cette école autrefois prospère blanchissent déjà au soleil. Les 2 mâles décrits ci-dessus se sont engagés dans un combat pour l'attention de la femelle. Les 2 mâles se sont battus avec les cornes pour la même impulsion. Dans l'une des grandes usines industrielles, 2 jeunes contremaîtres se sont affrontés parce que l'un d'eux a reçu une promotion que l'autre pensait mériter. Pendant plus de 5 ans, le silent courant de haine et d'intolérance s'est manifesté. Les hommes sous les ordres de chacun des contremaîtres ont été contaminés par l'esprit d'antipathie qu'ils voyaient émerger chez leurs supérieurs. Peu à peu, l'esprit de représailles a commencé à se répandre dans toute l'usine. La production a commencé à diminuer, puis les difficultés financières sont arrivées, suivies finalement par la faillite de l'entreprise. Maintenant, les os d'une entreprise autrefois prospère sont déjà blanchis au soleil et les contremaîtres, ainsi que plusieurs milliers d'autres, ont été contraints de recommencer dans un autre domaine. Dans les montagnes de Virginie occidentale, vivaient 2 familles paisibles de montagnards, les Hatfield et les McCoy, qui étaient de bons voisins depuis 3 générations. Un porc de la famille McCoy s'est faufilé à travers la clôture jusqu'au champ de maïs de la famille Hatfield. Les Hatfield ont libéré leur chien sur le porc. Les McCoy ont riposté en tuant le chien. La vérité exposée ici est inévitable.
L'effort organisé est dirigé selon un plan conçu avec l'aide de l'imagination, guidé par un objectif principal défini et impulsé par l'initiative et la confiance en soi. Ces 4 lois fusionnent en une seule et se transforment en un pouvoir entre les mains d'un leader. Sans leur aide, un leadership efficace est impossible. Alors a commencé un différend qui a duré 3 générations et a coûté la vie à de nombreux Hatfield et McCoy. Dans une banlieue huppée de Philadelphie, certains riches gentlemen ont construit leur maison. Devant chaque maison, est inscrit le mot « intolérance ». Un homme érige une haute clôture en acier devant sa maison, le voisin d'un accent grave côté, pour ne pas être en reste, construit une clôture 2 fois plus haute. D'autres achètent une nouvelle voiture, et leurs voisins les surpassent en achetant 2 nouvelles voitures. L'un refait sa maison en ajoutant une Porsche de style colonial, le voisin ajoute une nouvelle Porsche et un garage de style espagnol. La grande demeure en haut de la colline organise une réception qui attire une longue file de voitures pleines de gens qui n'ont rien en particulier en commun avec l'hôte. Ensuite, une série de réceptions s'ensuivent le long d'une ligne de la Côte d'Or, chacune essayant d'éclipser les autres. Le monsieur, mais on ne l'appelle pas ainsi dans les quartiers huppés, se rend aux affaires à l'arrière d'une Rolls-Royce conduite par un chauffeur et un valet. Pourquoi se rend-il aux affaires? Pour gagner de l'argent, bien sûr. Pourquoi en veut-il plus alors qu'il a déjà des millions de dollars? Pour pouvoir continuer à surpasser ses riches voisins. La pauvreté a quelques avantages, elle n'incite jamais les pauvres à s'entre-déchirer pour surpasser la pauvreté de leurs voisins. Partout où vous voyez des hommes s'affronter, vous pouvez retracer la cause du conflit à l'une des 3 sources de l'intolérance, les différends religieux, la concurrence économique ou la rivalité sexuelle. La prochaine fois que vous verrez 2 hommes s'engager dans une quelconque hostilité l'un envers l'autre, fermez simplement les yeux et pensez un instant. Vous pourriez les voir transformés dans leur nature, très semblables aux serviteurs mal illustrés dans l'image ci-dessus. D'un côté, vous pouvez voir l'objet du combat, un tas d'or, un emblème religieux ou une femelle. Rappelez-vous que l'objectif de cet essai est de dire quelque chose de vrai sur la nature humaine afin de faire réfléchir ses lecteurs. Son auteur ne cherche ni gloire ni éloge et il est probable qu'il n'en reçoive aucun en relation avec ce sujet en particulier. Andrew Carnegie et Henry Clay Frick ont fait plus que tout autre homme pour établir l'industrie de l'acier, tous 2 ont gagné des millions de dollars pour eux-mêmes. Le jour est venu où l'intolérance économique a surgi entre eux. Pour exprimer son mépris envers Carnegie, Frick a construit un gratte-ciel élevé qu'il a appelé le Building Carnegie. Carnegie a riposté en érigeant un bâtiment bien plus haut à côté du Building Carnegie, qu'il a baptisé le Building Frick. Ces 2 messieurs se sont engagés dans un combat à mort. Carnegie a perdu la tête, et peut-être plus que ce que nous savons dans ce monde. Ce que Frick a perdu, seul lui-même et le gardien des grands registres de la mémoire le savent. Leurs os sont déjà blanchis sous le soleil de la postérité. Les hommes de l'acier d'aujourd'hui gèrent les choses différemment. Au lieu de s'affronter, ils entrelacent maintenant leur direction, avec pour résultat que chacun est pratiquement une unité solide et forte dans toute l'industrie. Les hommes de l'acier d'aujourd'hui comprennent la différence entre le sens des mots compétition et coopération, une différence que le reste d'entre nous ferait bien de comprendre également. En Angleterre, les propriétaires des mines et les dirigeants des syndicats se sont affrontés. Si des têtes plus froides n'avaient pas apaisé ces tensions, les os de l'Empire britannique, incluant à la fois les propriétaires d'industrie et les syndicats, auraient bientôt été blanchis par le soleil. Une année de conflit ouvert entre les syndicats et les propriétaires d'industrie en Grande-Bretagne aurait signifié l'anéantissement de l'Empire britannique. Les autres nations du monde se seraient emparées de toute la machinerie économique contrôlée actuellement par la Grande-Bretagne. Que les leaders de l'industrie et du syndicalisme aux États-Unis n'oublient pas cela dans la quête du succès, 15 facteurs sont impliqués. L'un d'eux est la tolérance, les 14 autres sont mentionnés à plusieurs reprises dans cette série de leçons. L'intolérance attache les jambes de l'homme avec les chaînes de l'ignorance et couvre ses yeux avec les écailles de la peur et de la superstition. L'intolérance referme le livre de la connaissance et écrit sur la couverture « Ne pas rouvrir ce livre ». Le dernier mot a été écrit ici. Ce n'est pas ton devoir d'être tolérant, c'est ton privilège. Rappelle-toi, pendant que tu écoutes cet article, que semer la graine de l'intolérance est l'affaire unique et exclusive de certains hommes. Toutes les guerres, toutes les grèves et toutes les autres formes de souffrance humaine apportent des bénéfices à certains. Si cela n'était pas vrai, il n'y aurait ni guerre ni grève ni d'autres formes similaires d'hostilité. De nos jours aux États-Unis,
il existe un système de propagande bien organisé dont le but est de susciter des luttes et des hostilités entre les propriétaires d'industrie et ceux qui y travaillent. Reviens à l'image qui apparaît au début de cet article et tu pourras voir ce qui arrivera à tous ceux qui se lancent dans des désaccords professionnels. Et rappelle-toi que ce sont toujours les os des travailleurs, et non ceux des dirigeants syndicaux ou des industries, qui sont déjà blanchis par le soleil lorsque le combat est terminé. Quand tu te prépares à entrer en conflit avec quelqu'un, rappelle-toi qu'il serait plus bénéfique de lui serrer la main chaleureusement. Une poignée de main cordiale et chaleureuse évite que les os ne blanchissent au soleil. L'amour est le seul arc dans le nuage sombre de la vie. C'est l'étoile du matin et du soir. Il brille sur le berceau de l'enfant et répand sa lumière sur la tombe silencieuse. C'est la mère de l'art inspirant le poète, le patriote et le philosophe. C'est l'air et la lumière de tous les cœurs, le constructeur de tous les foyers, l'allumeur de tous les feux dans tous les foyers. Il fut le premier à rêver d'immortalité. Il remplit le monde de mélodies car la musique est la voix de l'amour. L'amour est le magicien qui transforme des choses sans valeur en joie et fait des rois et des reines d'une glaise ordinaire. C'est le parfum de la fleur merveilleuse du cœur, et sans cette passion sacrée, cette extase divine, nous sommes moins que des bêtes. Mais avec lui, sur terre c'est le paradis et nous sommes des dieux. Merci beaucoup pour votre visite.